tous, bienvenue au MK de Beaubourg. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la présentation et la projection du nouveau film de Lucie Halilovic, pour son dernier film qui s'appelle Earwig. Pour ma part, je ne vais pas m'éterniser, je voulais simplement remercier New Story pour l'organisation de cette soirée. Voilà, et j'invite Lucie Halilovic, excusez-moi, pour dire quelques mots en préambule. Juste rapidement, on aura l'occasion, la chance de retrouver Lucille à l'issue de la séance, ainsi qu'Alex Masson pour un échange. Voilà, donc restez bien après le générique. Bonne séance. Merci beaucoup. Et aussi, vous aurez la chance d'avoir Jonathan Rigbourg qui a fait l'image du film et vous allez voir. Donc merci beaucoup d'être là. Je suis très très heureuse. C'est l'avant-première du film avant sa sortie demain. On a attendu très longtemps cette sortie en France parce que le film est sorti dans d'autres pays avant. Merci beaucoup à New Story pour le beau travail qu'ils ont fait. Merci à Laurent Dufroy pour l'affiche qui me plaît beaucoup et j'espère qu'elle vous plaît aussi. Et voilà, et le film, il est là, comme il est. J'espère que vous vous laisserez aller, que vous n'essaierez pas de comprendre, d'analyser et que vous allez être hypnotisé par le film et être nos prisonniers pendant presque 2 heures. Voilà, donc on reviendra après et peut-être que je vous poserai des questions. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Halilovic. Alors normalement il y a un micro qui va arriver, qui va circuler dans la salle si vous avez des questions, mais sinon je vous amènerai celui-ci. Donc n'hésitez pas. Sinon moi je vais attaquer par un truc. Ah oui, oui, c'est votre 3e film. Mais j'ai l'impression que c'est un film de bascule, à plein de niveaux. Déjà parce que par exemple dans les précédents, le personnage central était un enfant, mais on bascule plus vers un adulte. Sur le côté que c'est peut-être celui qui construit le plus un univers un peu dans l'étrangeté, un peu particulier, plus que les autres déjà un peu plus. Du coup, moi je me posais une question, d'où ce film naît. Alors il y a un livre au départ, et je me demandais plus sur celui-ci que sur les autres, de quoi ça naît un film chez vous? Est-ce que c'est parce que d'un seul coup vous avez une vision de quelque chose? Comment ça apparaît? Oui, ça naît par des images, bien sûr, et des sons, un peu dans le cas de ce film. C'est vrai que ce film-là est donc adapté, très adapté d'un roman anglais de Brian Gatling. Et ce sont des images, des situations, des sons en l'occurrence qui m'ont frappé dans ce livre et qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'explorer ces images, qui en ont amené d'autres, etc., et qui ont fait, je sais pas, surgir en moi des émotions qui me semblaient familières, bien que l'environnement ne le soit pas du tout et ne vienne pas de mon propre cerveau. Jonathan Rigbourg qui nous a rejoint, qui est donc le chef opérateur du film. Je reviens sur cette idée de différent par rapport aux autres. C'est peut-être moi qui interprète, mais j'ai l'impression que ce film-là, il est plus mental que les autres. Qu'il est plus fragmenté, y compris dans sa manière de raconter quelque chose. Qu'il ne sens l'évolution, il y avait quelque chose de plus linéaire dans l'histoire. Qu'est-ce qui a amené ce choix-là? Oui, en fait, les autres films, pour moi, c'était peut-être parce qu'ils venaient plus de moi-même, même Innocence, qui était une adaptation de Bedkin. Je me disais, c'est mon expérience à moi, c'est vraiment mes histoires à moi, et je disais toujours que c'était des films autobiographiques, ce qui faisait rire les gens. Mais oui, alors celui-là, franchement, je dirais pas du tout, mais c'est vraiment... et en même temps, il y a des choses... Voilà, que je mise de moi dedans, et c'était quoi déjà la question vraiment? Non, sur ce côté d'un film qui est plus mental, dans lequel tout à l'heure vous disiez, j'espère que vous allez être hypnotisé par le film. Et c'est effectivement ça, genre qu'il n'y a pas tant d'explications, mais après tout, il n'y en a pas forcément besoin, quelque part, d'explications. Oui, en tout cas, moi, en tant que spectatrice, il y a des tas de films qui m'emportent, qui me font penser des choses et ressentir des choses, et j'ai pas besoin
de pouvoir les raconter verbalement. D'ailleurs, comment est-ce qu'on raconte verbalement un film? Je crois que c'est Lynch qui disait pourquoi on essaye de faire ça? Un film, c'est des images et des sons, donc il ne faut pas mettre des mots dessus. Voilà, et celui-là, il est très clairement, ce qui n'était pas le cas des autres. Je me dis, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu pied dans la réalité et qui est perdu entre ses souvenirs, les choses qui refoulent, des hallucinations quelque part, dont on ne dit pas forcément que c'est des hallucinations, il ne sait pas qu'est-ce qui est la réalité, pas la réalité. Et du coup, à un moment, on a eu cette idée avec le scénariste, parce que je crois que ce n'était pas dans le livre, qu'une même scène, la scène du lac, la noyade, se répète. Et là, tout d'un coup, on a réalisé nous-mêmes que les horloges se détraquaient, que le temps se détraquait, et c'était très fascinant parce que c'était encore plus un peu le processus mental ou d'une forme de mémoire à moitié refoulée et qui surgit par bribes un peu de manière chaotique. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect que j'avais jamais fait avant, parce que c'était en effet linéaire, les histoires, et que là, l'étrangeté, elle n'est pas seulement dans les éléments, elle est dans la narration elle-même. Voilà, et un peu de, je sais pas, c'est mon amour pour René, peut-être, qui est ressorti un tout petit peu. Puisque Jonathan qui est là, il y a cette idée donc d'un film qui est moins linéaire dans l'histoire, mais est-ce que ça veut dire que formellement, il faut plus de règles pour ça? Est-ce que c'est un film où d'un seul coup, il faut plus mettre les choses en amont, bien travailler les choses, les éléments, le décor? D'autant plus que c'est un film qui joue beaucoup sur des effets de vide, qui est beaucoup plus minimaliste presque que les précédents. Donc est-ce que ça veut dire qu'en amont, au travail, il y a quelque chose qui est plus rigoureux quelque part? Peut-être. En tout cas, il se trouve que Lucille et du coup l'ensemble de l'équipe qui a contribué à l'image, c'est ce qu'on s'est dit. En tout cas, je me souviens très bien que Lucille m'avait dit que la lumière devait être réelle, enfin devait être vraie, donc devait être naturelle. Que du coup, on n'a utilisé qu'une seule focale, donc on s'est donné comme ça un certain nombre effectivement de principes, de règles, mais enfin, je ne sais pas trop s'il faut faire comme ça pour parvenir à ça, mais il se trouve que c'est comme ça qu'on a fait. Ou pas. Je sais pas. Oui, ça, je pense que des fois, on me demande, et sur ce film-là aussi, on se dit, oh là là, c'est tellement composé, est-ce que vous avez fait un storyboard? Non, c'est pas le cas. Déjà, je sais pas dessiner, donc je fais des petits gribouillis. On a fait du découpage, ça c'est sûr. On a fait même du découpage sans avoir les décors toujours, donc c'était un peu acrobatique. Mais après, c'est de se donner des règles. Je trouve ça, c'est des boussoles en fait, et un tournage, c'est un tel chaos, ça peut partir dans tous les sens. Donc, je trouve que c'est voilà, il faut être très fort pour lutter contre ce chaos, et donc j'essaye de me protéger avec des règles très strictes qui sont parfois à briser. Mais alors, Jonathan, c'est génial, il était plus royaliste que le roi, et quand je disais, ah là, si, peut-être, oui, il faut éclairer. Quoi? Donc non, c'était vraiment super de... Voilà, ça aide en fait les contraintes, évidemment, on le sait, et il y avait cette contrainte du cadre fixe, parce que là, dans cet environnement où les gens bougent presque pas et tout, je ne voyais pas pourquoi on ferait des mouvements, sauf à certains moments comme à la fin. Ça me paraissait être voilà, logique et rassurant. Et après, c'est voilà, comme tout le monde, on se donne des règles de couleurs, de ceci, de cela. Mais peut-être qu'il y a des questions qui commencent à venir. C'est juste une toute petite question pour aller dans le sens de ce que vous expliquez tous les deux. Le choix de la focale unique, j'imagine que c'est dû beaucoup pour la lumière, mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que vous, justement en termes de découpage et de mise en scène, surtout, ça répond à un choix particulier, quoi? C'est pour donner une cohérence visuelle au film. Et puis c'est après on en cherche celle qui est le plus adaptée à l'espace et au filmer les visages. L'idée c'était de ne pas les déformer. Après c'était par rapport à la distance qu'on pouvait avoir. On n'avait pas beaucoup de recul, mais enfin on pouvait en avoir, etc. Donc c'est pour avoir une cohérence visuelle, parce que quand on change de focale, on change de perspective, ça se sent. Enfin, voilà, peut-être c'est un choix esthétique aussi. Mais je rebondis là-dessus. Donc, on ne fait pas de storyboard, mais par contre,
il y a une influence picturale. Il y a un tableau, par exemple, qui revient assez fréquemment dans le film. Vous avez étudié l'histoire de l'art au départ. Est-ce que quelque part... Pas juste avant de faire le film. Mais... Non, bien sûr que non. Mais est-ce que quelque part, c'est pas plus un travail, pas de peintre, mais pas loin, genre que formellement, il y a de ça, genre que la construction de l'image entre une image très large et un univers qui lui est très claustrophobe, par exemple, genre cette idée de perspective, pour moi, c'est plus un travail de comment est-ce qu'on compose un tableau, quasiment, quoi. Oui, c'est vrai que j'aime bien les images fixes et les tableaux. C'est vrai, j'ai fait des études d'histoire de l'art et j'ai eu la très très grande chance d'avoir un extraordinaire professeur qui était Daniel Arras et qui nous apprenait à regarder une image, un tableau et il disait le tableau vous appelle, il y a quelque chose dedans, il y a une image. Pour moi, lui il dit c'est ce qu'on peut arriver à formuler. Moi je dis c'est le mystère au contraire en fait dedans. Et oui, l'image fixe qui ne bouge pas, je trouve que ça a une force et une intensité pour moi. Voilà. Et c'est pour ça aussi que souvent je ne bouge pas la caméra. Après, c'est parce que je ne suis pas une très bonne technicienne et que bouger la caméra, ça ne me paraît pas toujours facile. Mais voilà. N'hésitez pas. Hein. J'ai l'impression d'être dans un conte. Voilà. Mais ça, c'est pas nouveau. Genre que le rapport au conte de fées, donc le rapport à l'enfance aussi, il est dans vos trois films, voire même potentiellement dans La bouche de Jean-Pierre, il y a un petit peu de ça aussi. D'où ça vient? Alors, est-ce que c'est un souvenir, un rapport à votre propre enfance ou... Oui, j'aime beaucoup les contes, j'en ai beaucoup lu toute ma vie, pas que quand j'étais enfant, et particulièrement par exemple les contes d'Andersen, je les trouve extraordinaires, mais bon là c'est pas... Andersen, mais oui, ou c'est les contes gothiques. Là, c'est un conte gothique, en fait. On est au gothique, je ne sais pas comment on pourrait dire, avec des éléments. Et puis c'est aussi parce que c'est une histoire de. C'est un peu initiatique, même si c'est une initiation peut-être ratée pour Albert, qui revient, qui ne veut pas s'arracher à. Je ne sais pas, à son monde, à ses traumatismes, voilà. Mais je pense que c'est le côté initiation qui amène le conte. Puis c'est une manière aussi de décoller, oui, d'un peu de la réalité, tout en étant sur le bord de ça. Vous parliez de mystère, il y en a un sur l'époque où se passe le film. Alors il y a des indices, il y a des petits bouts qui laissent penser que on est entre deux guerres quelque part, un peu mythologie repas, des choses comme ça, mais derrière, c'est un film produit par des Anglais, avec des comédiens belges flamands. Est-ce que ça a une influence sur cette, entre guillemets, identité européenne du film ou pas? Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai lu le roman, en fait, dans le roman se passe en Belgique, mais je me disais, tiens, moi, ça me fait penser plutôt à l'Europe centrale, parce que ça me faisait penser à Freud, à cause du refoulement, ça me faisait penser même à Kafka, le perce-oreille et le côté instable de l'identité du personnage, peut-être moins dans le film que dans le livre, ou même Walzer, ou je sais pas. Et du coup, j'imaginais que c'était quelque part en Europe. On a fait le film en anglais pour des raisons de production, mais ça me plaisait parce que du coup, je trouvais que ça le délocalisait. Et comme dans un conte, c'est quelque part, et il était une fois une petite fille avec des dents de glace, quelque part. Voilà. Donc, après, de fait, la production, on a tourné en Belgique, finalement, et du coup, il y a ce mélange un peu d'acteurs, mais je trouvais que oui, ça marchait dans le côté conte, en fait, que ce soit un peu mélangé, mais c'est forcément, oui, européen. Je sais pas, je suis européenne, et mes repères sont européens, donc voilà. Il y a un micro qui est arrivé, donc c'est encore plus facile pour vous si vous avez des questions à poser. Non? Si on va sur cette idée de conte, les contes, il y a une morale à la fin, généralement. Là, non. Et dans vos films, généralement, non. Il n'y a pas une morale au sens moraliste. Oui. Oui, c'est comme dire, il n'y a pas un sens. En fait, pour moi, c'est plus une exploration. Parfois, les personnages sortent de ce monde qu'on a créé pendant le film. Souvent c'est ça, c'est un peu une arrivée dans ce monde et une sortie. Là, Albert, je crois qu'il est un peu coincé dans ce monde-là, mais il n'y a pas de morale en fait. C'est pas ni bien ni mal. Les choses sont ambiguës ou ambivalentes. Elles sont belles et horribles, ou elles
les attirent et elles font peur. À la fin, ce qui arrive à Albert, voilà, ce baiser du vampire, c'est à la fois une extase et une douleur, c'est une punition et une récompense, je sais pas. Ouais, moi, je l'aime bien, en plus Albert, donc j'ai pitié un peu de lui. Ja, aber L'élément central du château, de la grande maison, qui est assez mystérieux, qui est cette espèce de fil dans le film. Vous lui donnez quelle place, quelle interprétation de... Vous voulez dire le château à la fin, celui Ouais. qui est sur les tableaux moi, c'est seulement quand j'ai fini de faire le film, à la fin, que j'ai compris qu'est-ce que c'était cet endroit, pour moi. Moi, j'aimerais mieux que vous me disiez, vous, ce que c'est pour vous, parce que c'est probablement plusieurs choses, en fait. Mais oui, Après, c'est un film, je dirais, c'est comme s'il y a des... Comment dire, en tiroir, ou en gigogne un peu. Donc, l'appartement, c'est un refuge. Est-ce que le tableau, c'est une sorte de refuge? C'est un refuge dans le refuge. Mais comme c'est ambivalent, c'est un refuge un peu qui peut être inquiétant, qui est peut-être une antichambre de quelque chose. Voilà. J'ai mis des petits indices pour moi de mon interprétation. Il y a un peu de flamme, il y a un peu de... etc. Voilà, j'en ai déjà trop dit, vous savez. je lisais une bonne question. Qu'est-ce que vous y voyez, vous? J'avais des Vu qu'il y questions. avait cette approche ce pauvre Albert, il a l'air un peu perturbé, donc à la fin, les gens sont habillés en blanc, il y a un côté un peu sanatorium, il y a quelque chose de la raison, mais en même temps, il n'en émane pas vraiment beaucoup de raison, quelque chose de simple. Enfin, je sais pas, en fait, je suis un peu... Si je vous pose la question, c'est que Oui, je sais, j'avais plein de pistes. Mais bon, justement, je trouve que c'est... moi, je trouve ça excitant, en tout cas en tant que spectatrice, d'avoir comme ça plusieurs interprétations possibles d'une chose, parce que c'est peut-être plusieurs interprétations à la fois. Ouais, peut-être ce lieu, bah oui, est-ce que c'est médical, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est l'orphelinat, est-ce que c'est la clinique, est-ce que c'est, je sais pas, l'enfer, est-ce que c'est le paradis? Ouais, vous parliez de Kafka tout à l'heure, il y a quelque chose de terrifiant en fait, de ces grands bâtiments labyrinthiques. C'est un peu d'autorité, qui fait preuve d'autorité, de constitution. Tout. Ça me faisait penser à ça, mais à différents moments ça n'allait pas, et c'est un espèce de refuge ou un souvenir. Merci. Voilà. Là-bas au fond. Merci pour lui, on est d'accord. Mais c'est pas Incroyable. Il a bien joué. le fil était noir, ce qui était très important. J'ai pas très bien compris le titre du film. Oui, effectivement, on ne l'a pas traduit en français. Earwig en anglais, c'est le perce-oreille, cet insecte. Mais c'est aussi, dans peut-être un argot anglais, celui qui écoute aux portes. Et c'était le titre du roman. On a cherché un autre titre pour le film et on n'a jamais trouvé mieux que ça. Mais c'est vrai que dans le livre, en fait, c'est un peu le surnom d'Albert et il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi on l'appelle comme ça. Là, on l'a coupé dans le film, mais on n'a pas ça. Donc c'est vrai que le titre, il n'est pas du tout expliqué. C'est drôle parce que des fois, il y a des petits éléments, je me dis, mais les gens ils vont tout de suite tout comprendre et alors que c'est absolument le contraire. Mais par exemple, l'histoire de la petite fille quand elle regarde le perce-oreille et qu'Albert de l'autre côté du mur en train de l'écouter, je me suis dit, mais tout le monde va comprendre que le perce-oreille, en fait, la plupart des gens, je pense, ne reconnaissent pas un perce-oreille. Moi-même, j'en avais jamais vu avant. Parce que, et vont comprendre que, voilà, c'est comme si elle jouait avec lui, ou comme, voilà, bon, par exemple. Mais c'est pour vous dire, effectivement, c'est peut-être un peu énigmatique, crypté, malgré moi.
Comment Écoute à la porte, si ça. Voilà, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en français, en plus, c'est moins évident d'avoir ce sens-là. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions. Alors, la première, c'est est-ce que Mimi pourrait être une cousine de Mia? C'est une question cryptée pour certains. Oui, il faut rappeler qu'il y a Mia. Mimi, c'est la petite fille. Il y a quelqu'un ici qui sait très bien qui est Mimi. C'est Michel Trio qui a interprété Jean-Pierre dans La bouche de Jean-Pierre. Et c'était mon premier film, un moyen métrage, dans lequel il y avait une petite fille qui s'appelait Mimi, qui portait du jaune. Et vraiment, vous allez rigoler parce que je porte du jaune aussi. Et oui, oui. Sauf que je pense que ce qui était très troublant avec cette Mia dans l'histoire, c'était sa docilité à cette acceptance, cette obéissance, jusqu'à quand même ce petit moment où elle devient un peu comme petite adolescente et quand elle va dehors et qu'après elle veut plus rester à la maison et que voilà, les règles arrivent et tout ça. Oui, certainement, elles sont un peu cousines, ouais. Sauf que Mia, elle a pas sa mère. Et elle a plus sa mère qui, elle, est morte, en fait. Enfin, peut-être, je m'avance trop, je crois. J'ai une deuxième question un peu plus, on va dire, technique. Comparativement à Innocence, Évolution et donc Earwig, j'ai l'impression que dans Earwig, tout est fabriqué. Tout, mais vraiment du pansement tous les décors, plus que dans les deux autres films. Est-ce que tout, et là j'en viens à ma question proprement dite, est-ce que pour arriver à une espèce d'absolu cinématographique, comme on peut le voir dans Earwig, faudrait-il tout fabriquer, objet par objet, vêtement par vêtement, accessoire par accessoire, etc. Je crois pas que c'est marrant comme question. Soit plus fabriqué que Innocence. Peut-être d'ailleurs ça a pas mal de similitudes. C'est peut-être que comme il n'y a pas beaucoup de choses, chaque chose elle paraît énorme. Alors on n'a pas fabriqué les verres, on les a trouvés, on les a réunis, on les a choisis, on les a réunis. On n'a pas fabriqué la poussière, on l'a trouvée, on l'a filmée. Pareil, les petits bouts de journaux, etc. C'est une impression parce que je sais pas. On est tellement dans un autre univers que petit à petit on a l'impression que tout est créé, qu'on est vraiment dans un. Sinon, il y a un spectateur qui parlait de conte. Là, on est vraiment dans un conte, dire qu'on est dans quelque chose de fabriqué, pas préfabriqué, mais fabriqué exprès pour le film. Et on a vraiment cette impression-là que chaque objet, chaque accessoire, même les vêtements, a une place déterminée extrêmement précise. Et ce qui induit pour moi une fabrication en amont, quoi. Je pense aussi que c'est le vide qui fait que ça devient très, je ne sais pas fabriqué, mais en tout cas mental. Le fait que l'appartement soit presque vide, qu'il n'y ait personne dans les rues, que les sons, il n'y ait pas de son d'extérieur, il n'y ait pas de son de voisins, etc. On a essayé de styliser et de décaler de la réalité par rapport avec des absences plutôt que voilà, dans ce sens-là, oui peut-être. Et c'est vrai que du coup chaque chose elle prend un poids très fort. Enfin j'espère, je sais pas si c'est toujours réussi, mais et aussi comme tout à l'heure je disais, il y a des images dans les images, et en effet les verres amènent des images, ça c'est fabriqué en quelque sorte. La transe d'Albert ou le tableau on l'a fait pour le film, évidemment. Donc oui, dans ce sens-là, oui, c'est des portes. Et aussi peut-être parce que c'est plus oppressant, c'est plus que les autres films, c'est presque tout le temps en intérieur. C'est peut-être ça aussi qui donne cette impression. Ok.
concernant justement les scènes derrière les verres, avec les regards derrière les verres, est-ce que ces scènes-là ont été préparées en amont ou est-ce qu'elles sont venues en cours de route? Comment vous avez choisi de faire de ces images-là, cette espèce d'interlude? Et puis j'aurais aussi voulu savoir comment ça a été fait et combien de temps il a fallu pour tourner ces scènes-là. Alors, la première partie de la question, je vais répondre, et puis après, je laisserai Jonathan révéler les secrets ou pas. En fait, non, le truc, c'est que en fait, ça vient de la musique, parce que j'avais demandé à Warren Ellis s'il voulait faire de la musique pour le film, et il avait dit oui, mais je ne veux pas faire de la musique pour les images, et il m'avait donné des morceaux avant le tournage. Et parmi ces, il m'a donné, je sais pas, une dizaine de morceaux, des choses très très belles, et en me disant juste donne-moi quelques mots. Lui, c'était les mots qui marchaient chez lui. Et parmi ces morceaux-là, il y avait celui qui est monté dans le film et puis un ou deux autres qui donnaient vraiment une idée de mouvement. Et je me suis dit, ah, mais voilà, c'est du mouvement. Dans ce monde immobile, tout le temps figé d'Albert, il peut y avoir du mouvement. Et au lieu de faire des plans sur les verres fixes avec des petits reflets, on va. Peut-être c'est un vrai carrousel, on va faire un truc psychédélique. Et voilà, et Jonathan a trouvé comment le faire. Oui, bah en plus, en parallèle de ça, il me semble qu'on avait aussi fait des recherches en amont du tournage sur la générique, qui n'était pas du tout ce qui était prévu. Et on s'était déjà posé la question des verres et d'intégrer cette idée du mouvement. Donc je me souviens d'avoir cherché des choses. Et donc il y avait l'idée du verre, de la lumière. Et donc concrètement, on a mis des verres sur une tournette. Donc tout est fait à la prise de vue, tout est fait en réel, c'est du bio. Et donc les comédiens sont vraiment derrière les verres et on filme à travers. Et en fait, on utilise des lumières mobiles qui fait qu'en fonction de la direction de la lumière, le verre est plus ou moins impacté et l'optique est plus ou moins impactée, donc ça flaire ou pas. Et du coup aussi, évidemment, le visage derrière, il apparaît ou pas en fonction du reflet du verre. Donc il y a une part d'aléatoire, évidemment, qui est grande. Mais donc du coup, ça se tournait. Enfin, une fois qu'on a eu trouvé l'idée et le process technique, ça allait assez vite, en fait, de tourner. Simplement, il fallait un peu de chance, donc il fallait juste laisser tourner la tournette et agiter la lumière, puis après charge au monteur de réunir les images pour recréer un rythme qui soit celui que vous avez vu. Je voudrais juste demander quelque chose. Oui, Lucille, pourquoi est-ce que tu fais toujours souffrir tes personnages? Tous tes films, c'est la souffrance physique, c'est vraiment le cinéma de la douleur, je trouve. Pourquoi tu fais ça à chaque fois? Sans doute, je sais pas, pour la mettre à distance de moi. Mais je vais peut-être nuancer cette question. Moi, je trouve que c'est le film le plus mélancolique. Je me trompe ou pas? Oui, parce que c'est lui, quoi. C'est-à-dire, pour moi, avec les enfants, même elle, bon, oui, non, parce que dans les autres films, c'est des enfants qui grandissent et on a l'impression que la plupart grandissent et vont continuer leur chemin et tout ça. Donc il n'y a pas... Lui, il est prisonnier du passé, quoi. Donc il est prisonnier du passé, il n'arrive pas à s'en détacher et il a vraiment perdu au moins quelqu'un de cher. C'est pas deux. Et du coup, je pense, oui, c'est dans ce sens-là, oui, c'est très mélancolique. Mais... Ouais, je sais pas, c'est cathartique un peu la souffrance au cinéma, non? Mais si on va justement de cette idée de rapport à l'enfance et à l'âge adulte, c'est donc le premier film que vous faites sur un personnage principal qui est adulte, même s'il y a un peu un leurre au début, on pourrait penser que ça serait à nouveau un film sur une enfant. Qu'est-ce que ça change, ça? Est-ce que ça amène des variations dans les thématiques? Est-ce que ça bouge quelque chose ou pas? Non, pas tellement. C'est plutôt comme un contre-champ. Enfin, donc c'est pas que c'est des éléments si différents. Et aussi, il y a quand même une petite fille, il y a quand même un enfant, il y a quand même un rapport à l'enfance. Albert, pour moi, il est un peu comme une sorte d'adulte pas fini, quoi, et pas tout à fait capable, qui n'est pas devenu tout à fait mature, quoi. Donc non, ça change sur le plateau de devoir à diriger un comédien et pas les enfants qui sont un peu comme avec lesquels on peut travailler un peu comme avec des petits poulets qu'on essaye de faire entrer dans le cadre. Ouais, parce qu'elle était très très calme et très très obéissante, mais d'autres avant sur d'autres films. Mais donc voilà, Albert, les acteurs évidemment, c'est autre chose. Et puis ils demandent pourquoi. Parce
que les enfants ne demandent jamais, et c'est très agréable, ils ne demandent pas pourquoi. Mais non, pas tous les acteurs, mais il y a des questions beaucoup, alors que les enfants, c'est très pragmatique. Bon, elle était un peu comme Mia, enfin dans le sens où elle parlait très peu et elle m'a demandé très peu de choses. Elle a vu le film, en fait, à la fin. Ses parents ont voulu qu'elle voie le film pour qu'elle ait vécu tout le processus. Et elle a juste posé une question que j'ai trouvée vraiment magnifique. Elle a dit, est-ce que c'est normal que je ne reconnaisse pas cette petite fille à l'écran? Je me suis dit, ouf, bah voilà, ça, ouf, tant mieux. Et quand les adultes vous demandent pourquoi, vous leur répondez quoi? Je dis, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, voilà, on se raconte des choses avec le Sénat, on s'est raconté beaucoup de choses avec Jeff. Mais en fait, c'est marrant cette histoire où, pour ceux qui connaissent l'évolution, s'il y a un moment, c'est du délire. C'est-à-dire, il y a un truc qui est de l'ordre du délire, donc on peut pas, les morceaux ne s'ajustent pas tout à fait, on peut pas donner la réponse. Il y a quelque chose d'irrationnel à certains endroits de l'histoire. Voilà, la petite fille, c'est sa fille ou c'est pas sa fille? C'est impossible de répondre à cette question. Comme, je sais pas, je dirais, pour ceux qui connaissent l'évolution, le petit garçon, pourquoi est-ce qu'on fait ça à des garçons dans le ventre? Ça n'a pas de sens. Ça a un sens dans l'imagination de l'enfant, mais pas... ouais. Une autre question, est-ce qu'on en reste là? Juste, je rebondis sur cette idée de verbe, mais ça c'est une petite marotte, mais autant passer du vert VE2RE au vert VERT, et il s'avère que c'était la dominante de couleur de vos films précédents. Là, c'est beaucoup moins dans ces teintes-là. Est-ce que ça aussi, ça fait partie d'une espèce de processus d'avoir un film qui est un petit peu différent des autres, et surtout, vu qu'on a un chef opérateur, comment vous avez travaillé? Qu'est-ce qu'il vous a dit sur le côté des teintes, des couleurs? Ouais, moi j'aime bien le vert, moi je trouve qu'il y en a du vert dedans. Il y en a quand même. Il y en a dans les murs de la cuisine, il y en a dans la lumière. C'est moins marquant que dans les deux précédents quand même. Il faudrait demander à Manu. Oui, le chef opérateur des précédents, oui. Non, mais c'est un travail collectif, c'est-à-dire que une fois que Lucille elle balise en fait avec les garde-fous quelque part, qu'elle détermine au départ les plans fixes, etc., la lumière naturelle. Mais du coup, il y a un process d'équipe qui s'installe et que je trouve vraiment génial, qui est que pour qu'on parvienne aux images que vous avez vues, il faut qu'on travaille ensemble. Donc il faut que les teintes de couleurs plaisent et satisfassent la déco, mais du coup correspondent aussi à des questions de contraste. Et il faut que les costumes viennent s'intégrer là-dedans. Et donc du coup, c'est tout un process. Après, il se trouve que moi j'aime plutôt les images qui tirent vers le vert, donc peut-être c'est moins vert, mais quand même là-dessus on était assez raccord, je crois, sur l'idée des. Voilà, peut-être de couleurs un peu collantes, quoi, un peu. Peut-être que ça. Ouais, après, il faut pas trop théoriser les couleurs, je pense que d'abord ça nous plaît, quoi, c'est-à-dire l'idée que c'est un peu sombre, ça nous permet aussi en lumière naturelle du coup de dégager des visages, mais voilà, et puis après finalement, la gamme de couleurs, on l'a décidé ensemble, c'est-à-dire le pourpre du vêtement de Céleste qui se détourne sur le bois et le rouge des rideaux dans le bar à la fin. Le jaune de Mia, du coup, qu'on voit dans l'image derrière avec la lumière. Enfin, après, c'est pareil, en fait, on réduit le champ des possibles, ce qui fait qu'à la fin, la gamme, elle est finalement assez restreinte. Voilà, je crois que c'est un peu comme ça qu'on a travaillé. Plutôt en creux, en fait, c'est-à-dire en creux. Et puis c'est pas de l'intellectualiser avant, comme tu disais, c'est plutôt ça part de ce monde-là. On se dit à cette époque-là, voilà, on s'est dit c'était après la Deuxième Guerre, quel genre de vêtements, de couleurs les gens portent. Ça part aussi de la réalité des choses en fait. Albert, on l'imaginait très bien portant des chandails un peu verts, un peu gris, marron. Et elle pouvait avoir un manteau rouge, parce que les petites filles de cette époque pouvaient avoir un manteau rouge, c'était pas anormal. Enfin, voilà, donc ça vient des personnages et de quelque chose de réel, en fait, et pas tant que ça d'a priori, en fait. Il y avait du vert dans Innocence, parce que ça se passe dans les bois. Oui. Il y avait du vert dans l'évolution, parce que effectivement là c'était plus une volonté que la clinique soit peinte en vert pour appliquer quelque chose de l'eau, mais là non, là c'est venu de la réalité bizarrement. Monsieur. Bonsoir.
je voulais savoir comment vous avez travaillé le son et quel était votre rapport au son pour ce film. Comme effectivement il n'y avait pas beaucoup de paroles et que très vite je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup de musique, parce que ça laissait, et c'était aussi un choix de départ, que les sons, c'est-à-dire les sons des lieux, mais aussi les sons presque internes des personnages, aient une grande importance. Pas non plus dans l'idée de remplir complètement le film avec beaucoup de sons, parce qu'à un moment on avait aussi rebruité le film pour avoir le choix entre le son direct et le bruitage, etc. Et tout d'un coup, il y avait surtout cette première partie dans le silence, enfin qui n'est pas totalement silencieuse, parce qu'il y a justement on entend un certain nombre de sons. Il ne fallait pas non plus tuer le silence et l'espèce de tension que dans ce silence. En fait, le silence amène une tension, je trouve, et une espèce d'attente de quelque chose qui va se produire. Et dans des plans longs comme ça, voilà, je trouve que ça provoque un effet comme ça. Donc j'ai travaillé avec vraiment un excellent monteur son, Ken Yasumoto, et il a fait beaucoup de films, et aussi beaucoup de films avec beaucoup d'effets, etc. Il disait c'est difficile ici parce que il y a peu de sons, donc il faut vraiment pas se tromper, et on ne peut pas les planquer derrière d'autres sons et tout ça. Après, évidemment, on a continué sur cette thématique du verre, et de se dire, de chercher des résonances, pas des rumbles, mais d'avoir en permanence une espèce de texture sonore. Et on a demandé à Nicolas Becker, qui est un sound designer et aussi un musicien, s'il pouvait nous fournir de la matière comme ça. Et il a travaillé sur un instrument qui s'appelle le cristal bachet, qui est un instrument avec des tiges dont on joue, c'est pas comme une harpe, mais en fait avec les doigts, en fait, on peut avoir des notes ou des résonances, et qui a aussi, on le fait avec de l'eau, on mouille les tiges, et puis il y a une espèce de pavillon comme ça, comme une oreille en fait, qui renvoie le son. Donc voilà, on a cherché ça allait bien avec les ondes Martenot de la musique. Et donc l'idée c'était d'avoir aussi quelque chose qui rappelle un peu le verre et qui soit sur la résonance, cette note du verre. Voilà, on a essayé de la décliner aussi un peu au son en fait. Et après aussi, quand on s'est aperçu que c'était intéressant d'avoir un seul morceau qui revient de manière obsédante et pas et de rester comme ça, comme un leitmotiv un peu obsessionnel et en boucle. Voilà. Madame, il y a un micro qui arrive. Oui, on savait que Lucille... Ça marche? Oui, ça marche. On savait que Lucille avait un énorme talent. Je voudrais surtout la remercier et la féliciter de réussir à nous avoir fait voyager comme ça. On ne sait pas très bien où on est. Mais pendant, je ne sais pas combien, le film dure, on m'avait dit. Combien? Presque 2 heures, c'est bien. Voilà, presque 2 heures. On est complètement avec elle, avec le film, dans un parcours tout à fait étonnant, où on ne sait pas où on est, mais en tout cas où elle nous tient en haleine, où aussi bien les acteurs que l'image, que les paysages, c'est pas du tout un film paresseux, tout ça est travaillé, la musique est extraordinaire, le cadrage, tout ça. Donc moi je ne suis pas une technicienne, je voulais simplement la remercier et la féliciter pour un très beau film. Merci beaucoup. À moins d'une autre question, ça me paraît une bonne conclusion, ça. À moins que vous en ayez encore une, hein, mais... On en reste là. Merci beaucoup. Merci à vous deux, merci à vous. Le film sort demain, ça va être important. Si le film vous a plu, faites-le savoir. On en parlerai alors.